Bonjour à tous, bienvenue sur Mizane TV, très heureux de vous retrouver pour un nouvel entretien consacré aujourd'hui à la Palestine. Et pour en discuter avec nous, nous avons le plaisir de recevoir Michel Collomb. Bonjour Michel Collomb, Bonjour. bienvenue sur Mizane TV, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, vous êtes fondateur du site d'information Investigation. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, hein, on va citer notamment Israël parlons-en, La stratégie du chaos, ou plus récemment Ukraine, la guerre des images. Hein, tous ces livres sont publiés aux éditions Investigation. Et vous avez également lancé une Télé Palestine, qui se veut un espace d'information et de débat, au-delà des censures, sur la question palestinienne. Alors Michel Collomb, 2 semaines après l'offensive palestinienne du 7 octobre, enfin quel premier bilan, je dirais, pouvons-nous tirer ou pouvez-vous tirer sur la médiatisation du conflit israélo-palestinien en France? C'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. On a des médias en guerre. Il n'y a pas d'autre mot. Des médias qui sont en guerre vraiment du côté d'Israël, c'est-à-dire du côté de l'Occident et des États-Unis comme chef d'Israël. Et ça s'est manifesté dès le premier jour par Hamas terroriste. Israël a le droit de défendre sa population. C'est-à-dire tout un langage justement Israël riposte, il paraît Israël fait des représailles, ce qui en réalité est complètement faux et nie toute l'histoire. Ça fait plus de 70 ans que Israël attaque les Palestiniens, vole leur territoire, détruit leurs maisons, leurs champs, envoie des prisonniers politiques sans jugement en prison pendant des dizaines d'années parfois, tue des enfants, les met en prison, viole absolument toutes les règles du droit international et des droits humains, et Israël est présenté comme la démocratie qui se défend face aux terroristes. Donc ça n'a rien à voir avec du journalisme. Vous avez parfaitement le droit d'avoir vos opinions, vos préjugés en étant journaliste. Il n'y a pas de journaliste neutre, il n'y a pas de journaliste qui n'a pas des idées dans sa tête. Mais à ce point-là, on est vraiment dans une propagande de guerre, dans une guerre de propagande. C'est pas de l'info. Et la meilleure preuve, c'est que ce qu'on appelle les mainstream, les médias dominants, refusent tout débat. Et les gens comme moi sont totalement exclus des débats. Dans le temps, il y en avait encore un tout petit peu dans une émission exceptionnelle en France qui s'appelait Ce soir ou jamais, et sur ordre de l'Élysée, des gens comme moi en ont été exclus, l'émission a été finalement supprimée, et donc il est totalement interdit pour les gens qui suivent France 2, France 3, TF1, BFM TV, et tout aussi les quotidiens, les hebdos qui appartiennent en général, presque tous même, à des grands milliardaires, il est impossible de savoir qu'il y a une autre opinion, qu'il y a une autre version des faits, que toute une série de choses ont été cachées, et que le vocabulaire Hamas terroriste, Israël, démocratie qui se défend, est justement un vocabulaire qui aide l'agresseur à continuer. Et maintenant, on parle de milliers de victimes civiles à Gaza. Il faut avoir la clarté, le courage de dire que ces victimes sont aussi victimes des médias français. Parce que si les médias français dominants disaient la vérité sur ce qui se passe, les gens seraient beaucoup plus nombreux encore dans la rue, diraient à leurs politiciens: je ne vote plus pour vous si vous continuez à soutenir la préparation d'un génocide. Et donc, voilà, ils ont une énorme responsabilité dans ces morts. Michel Collomb dit souvent que la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Est-ce que vous diriez la même chose sur la presse, c'est-à-dire une presse qui ferait son travail, une presse professionnelle, une presse qui serait animée par une déontologie journalistique? Est-ce que la situation que vous venez de décrire sur la médiatisation du conflit israélo-palestinien en France, est-ce qu'elle est relativement spécifique à la France, je dirais en Europe, hein, en Europe occidentale, ou est-ce que vous la voyez ailleurs? Et comment vous expliquez justement que on en arrive là? Est-ce que c'est la conséquence d'une position politique, d'un positionnement politique français qui a changé au fil des décennies sur la question israélo-palestinienne, ou est-ce que vous l'attribuez à d'autres raisons? Effectivement, c'est une prise de position politique et ça veut dire que les... Alors, je ne parlerai pas des journalistes, moi je parle des médias parce que ce n'est pas les journalistes qui ont pouvoir dans les médias,
et c'est pas eux qui décident à qui on va donner la parole ou non. Et des amis qui travaillent dans les médias mainstream ici en Belgique, mais je crois qu'il y en a en France aussi, ne peuvent tout simplement pas publier ce qu'ils veulent. On les en empêche, c'est bloqué. Et donc, c'est pas nouveau, mais c'est donc une très grande responsabilité. Peter Arnett et d'autres grands journalistes qui avaient fait les reporters de guerre sur l'Irak, par exemple, dans les guerres contre l'Irak, disaient, si nous, les médias, nous avions fait notre travail, la guerre d'Irak n'aurait tout simplement pas existé. Ça veut dire que non seulement les centaines de milliers de morts, les privations terribles, le développement du terrorisme, tout ça n'aurait pas été possible si les médias avaient fait leur travail. Donc c'est une énorme responsabilité qui est posée. Est-ce que c'est nouveau? Non. En fait, dans chaque guerre que j'ai étudiée, c'est-à-dire les deux contre l'Irak, celle contre la Yougoslavie, la Libye, la Syrie, le Yémen, des guerres qui ne sont pas avec des bombes, mais qui sont des guerres aussi, comme le Venezuela ou Cuba, partout on a les mêmes désinformations, la même presse qui est en fait un élément de la guerre. Donc c'est pas nouveau, ce qu'il y a c'est que les méthodes se développent, se perfectionnent, si j'ose dire, à chaque fois, et donc ça c'est vraiment tragique, mais c'est pas nouveau. Est-ce que la France est une exception? Pas du tout, globalement, c'est toute l'Europe occidentale qui travaille comme ça, travaille si j'ose dire, et je pense qu'il y a quand même la France est quand même à la pointe. Et vous le voyez aussi par les atteintes à la démocratie qui sont très très graves. Le fait que M. Darmanin et Macron menacent de mettre en prison les gens qui disent tout simplement la vérité sur Israël, à savoir que c'est un État colonialiste d'apartheid, ce que les Sud-Africains disent, ce que beaucoup d'Israéliens disent. Ça, on risque maintenant d'aller en prison si on dit ça en France. Ça, c'est hallucinant. Et ça ose se prétendre la patrie des droits de l'homme, etc. Mais c'est hallucinant. Et là, ça, c'est grave. Je pense que ça montre un pouvoir français particulièrement isolé et détesté. Macron et son gouvernement ont fait tirer sur les gilets jaunes. On a éborgné de simples manifestants paisibles parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Même chose dans le mouvement des retraites. C'est pas étonnant qu'ils essayent d'interdire toute parole qui les contredit parce qu'ils savent qu'ils mentent. Ça, j'en suis absolument convaincu. C'est pas qu'ils se trompent, ils savent qu'ils mentent, ils savent qu'ils déforment les faits. Et donc, c'est un réflexe de survie de ce pouvoir et des gens qu'ils protègent. Donc, c'est extrêmement grave. Et avec Investigation, on lance un appel aux gens, ne faites pas seulement de la résistance en suivant des gens comme moi et d'autres sites et d'autres chaînes YouTube indépendantes. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut partager, soutenir et vous engager vous-même dans la bataille du débat contradictoire. C'est absolument indispensable et c'est pas seulement pour les Palestiniens, c'est aussi pour l'avenir de ce qui va se passer en France. Alors Michel Collomb, je vous propose qu'on se penche peut-être un peu plus précisément sur certains éléments de langage qu'on a pu voir être diffusés durant cette médiatisation du conflit israélo-palestinien, notamment ces 15 derniers jours, pour essayer de comprendre quelle est la fonction, si on peut dire, ou le sens ou la fonction, comme vous voudrez, que remplissent ces éléments de langage. Alors par exemple, très simplement, on a souvent présenté ce conflit comme opposant Israël versus Hamas. Voilà, c'est souvent ça, Israël versus Hamas, même dans les titres de la presse, c'est comme ça. Et donc, le résultat immédiat, c'est que finalement, ce n'est pas tant la Palestine ou le peuple palestinien ou les Palestiniens, mais le Hamas, voilà, qui s'opposerait à Israël. Alors, c'est pas une nouveauté, je dirais, là non plus, mais comment faut-il comprendre cette focalisation sur ce duel au sommet entre Israël et Hamas? Qu'est-ce qu'on perd finalement comme élément de compréhension du conflit dans ce titre-là? Qu'est-ce qu'on cache en fait? Écoutez, quand j'ai suivi toutes les guerres précédentes et les guerres de désinformation que j'ai mentionnées, j'ai tiré comme conclusion, la propagande de guerre, elle applique 5 principes.
occulter les intérêts économiques, occulter l'histoire, diaboliser, c'est-à-dire prétendre que le conflit est dû à un monstre, un dictateur, quelqu'un qui a des armes de destruction massive, et donc terroriser la population avec le danger que représente ce dictateur ou ce groupe, inverser l'agresseur et l'agressé, et monopoliser le débat. Et donc ce que vous dites, ça se réfère au principe numéro 3 pour moi de la propagande de guerre. Il faut diaboliser, il faut justement cacher le fait que qui est-ce qui se bat finalement autour de la Palestine? Ce sont les multinationales des États-Unis, Exxon, Chevron, toute une série de multinationales comme ça, elles sont très liées aux autres, multinationales US, et aussi à des multinationales occidentales, pour le pétrole et le gaz du Moyen-Orient. Il y aurait en Palestine et dans le Moyen-Orient que des champs de carottes et de navets, tout le monde laisserait les Palestiniens tranquilles. Donc c'est parce que Israël est, comme le disait Chomsky dans une interview qu'il m'avait accordée en 2010, Israël est le flic du Moyen-Orient. C'est le flic du pétrole et du gaz. Les États-Unis ou les Britanniques, les Français ne peuvent pas se permettre d'envoyer leur armée absolument partout pour faire la police. Ça, c'était l'ancien temps. Et quand ils ont encore essayé en Irak et en Afghanistan, ils ont perdu. Donc, ils ont besoin d'un flic de quartier. Et c'est Israël. Et pour ça, donc, il faut cacher que d'un côté, on a ses intérêts économiques, que c'est des guerres du fric, et que de l'autre côté, on n'a pas le Hamas, on a l'ensemble du peuple palestinien. Bien sûr que chez les Palestiniens, vous avez le Fatah, vous avez les groupes marxistes tendance FDPLP, FPLP, vous avez le Hamas, vous avez différents groupes, mais tous, j'insiste, refusent Israël, refusent le colonialisme, veulent l'indépendance et l'autonomie de la Palestine. Et d'ailleurs, il y a des autres groupes que le Hamas qui ont participé au combat et qui ont eu des martyrs, et tous ont soutenu. Donc on essaye de cacher qu'en réalité, on a le 1% de la planète, les multinationales US et françaises, et leur gouvernement, contre l'ensemble du peuple palestinien. On ne peut évidemment pas dire nous voulons leur pétrole, nous voulons leur gaz, nous voulons l'endroit où ils sont installés, et donc l'ensemble du peuple palestinien, pour nous, il doit dégager. On ne peut pas le dire, mais c'est ça qu'ils font. Et donc, c'est très très important de contrer justement et d'être capable d'expliquer autour de soi que c'est l'ensemble des Palestiniens qui sont dans le chemin des intérêts économiques et financiers du 1% aux États-Unis et en France. C'est une guerre de milliardaires contre tout un peuple. Ça, c'est ce qu'on veut cacher. Autre élément de langage, Michel Collomb, celui de terrorisme, associé au Hamas, et avec aussi une mise en perspective concernant certains événements qui ont eu lieu en France, comme les attentats du Bataclan et d'autres événements de ce type-là, pour effectuer une forme de continuité ou d'analogie entre la situation française et la situation en Palestine. Qu'est-ce que ça change, Michel Collomb, de parler de terrorisme plutôt que de parler de crimes de guerre, par exemple, ou d'une situation de guerre? Eh bien, avec le mot terrorisme, on disqualifie toute la résistance, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, on n'aurait pas le droit de s'opposer à Israël. Or, Israël, si vous regardez en droit, si vous regardez les résolutions de l'ONU, si vous regardez l'opinion de la grande majorité du monde entier, Israël, c'est un agresseur qui occupe une terre qui ne lui appartient pas, qui essaye de vider cette terre, ça s'appelle le nettoyage ethnique, et qui, à l'intérieur d'Israël, pratique l'apartheid, c'est-à-dire qu'il y a des citoyens qui ont tous les droits et d'autres qui sont de seconde ou de troisième classe et qui sont très opprimés. Donc, c'est ça qu'avec le mot terrorisme, on essaye de cacher. Ça fait partie de inverser l'agresseur et l'agressé, parce que si vous regardez le droit international, ce que fait Israël depuis des dizaines d'années, c'est le terrorisme. Et la charte de l'ONU, la convention, indique qu'un peuple occupé a parfaitement le droit de s'opposer par les moyens qu'il juge lui nécessaires à une agression armée comme celle d'Israël. Ce n'est pas aux agresseurs de dire quels moyens les agressés peuvent employer pour se défendre. De toute façon, les Palestiniens ont pendant très longtemps essayé de négocier, n'ont rien obtenu, ils ont marché pacifiquement, n'ont rien obtenu, donc ils ont tout à fait le droit, pour récupérer leur patrie, d'employer les moyens de la résistance armée. La responsabilité de ça, c'est encore Israël qui la porte.
Alors justement, autre médiatisation de ce conflit, on a largement focalisé sur l'attaque palestinienne du 7 octobre dernier. Comme vous l'avez déjà rappelé dans vos premiers éléments de réponse, la question de ce conflit remonte bien avant. Donc vous parlez de 70 ans, depuis 70 ans, la situation du peuple palestinien. Vous avez parlé de la question coloniale. Et d'ailleurs, le dernier argument que vous avez mis en lumière, c'est-à-dire la résolution, enfin le droit de l'ONU à tout peuple de se défendre. C'est un élément intéressant puisqu'on entend souvent de la part de, enfin, on entend parfois de la part de certains défenseurs de la position israélienne le fait, enfin, une tentative de nuancer un peu cette question coloniale en expliquant que finalement il n'y a jamais eu d'État palestinien historiquement. Alors je parle avant 47, hein. Je me réfère pas à la situation, enfin à la résolution du plan, enfin au plan de partage de deux États, etc. Ce qui était prévu en 47, voilà. Mais en remontant plus loin dans le temps, il y a cette idée-là, cet argument de dire que finalement le foyer de peuplement juif qui a eu lieu précédemment, finalement, ce n'est pas de la colonisation puisqu'il n'y avait pas d'État palestinien. Voilà. Excusez-moi. Comment il faut comprendre ce type On entend, d'argument? on entend beaucoup ça maintenant. Ça s'est inspiré notamment des discours que Golda Meir, qui était une première ministre palestinienne, a prononcé. Elle a dit, voilà, il n'y a pas eu de Palestiniens parce qu'ils n'avaient pas leur État. Ce qui est contradictoire, c'est qu'elle a dit à un autre moment qu'avant Israël, elle était citoyenne palestinienne. Donc il y avait quand même bien quelque chose. Et en fait, cette idée, au point de vue des historiens, est absurde. Vous savez, la Belgique, par exemple, n'est un État que depuis 1830. Mais il y avait bien ce qu'on appelait des Belges. D'ailleurs, Jules César parlait des Belges qui auraient été les plus courageux des peuples qui lui résistaient dans la Gaule. Donc, il y avait bien des Belges. Alors, supposons que en 1830, un empire étranger s'amène et dit aux Belges, vous n'avez jamais eu votre État, donc maintenant votre territoire c'est à moi. Ben, c'est complètement ridicule. Beaucoup d'États n'existent que tardivement. En Afrique, vous avez eu d'autres formes d'organisation sans des États au sens moderne, ou pas avec des États avec les mêmes frontières et les mêmes noms. Donc, on aurait le droit de voler la terre des Africains puisqu'ils n'avaient pas encore leur État. Ça, c'est une conception d'occupants, colonisateurs, ce que sont les sionistes. Et il faut rappeler qu'en fait, ils ont formé leur projet déjà vers 1895 avec le congrès de Bâle et Herzl qui faisait toutes les théories sur la colonisation. Et que là, ils ont dit, bon, on a besoin de créer un État juif, où est-ce qu'on va le créer? Et il y avait plusieurs options. On parlait de l'Ouganda, on parlait de l'Argentine, certains parlaient de la Palestine. Donc, ils n'étaient pas encore fixés où ils allaient s'installer. Donc, c'est vraiment ridicule. Ça veut dire qu'ils auraient eu le droit d'aller s'installer aussi en Ouganda ou en Argentine et de dire, dégagez, c'est à nous. La réalité, c'est que les sionistes, j'insiste bien, les sionistes, je ne parle pas des juifs, parce que beaucoup de juifs dénoncent, comme moi, ce qui se fait depuis longtemps et ce qui se fait maintenant. Donc les sionistes nous prétendent qu'ils auraient le droit d'aller s'installer partout parce qu'ils auraient Dieu avec eux et que Dieu aurait dit, voilà, cette terre, elle vous appartient, vous avez le droit de chasser par la violence ceux qui y sont. Ce qui, entre parenthèses, figure dans l'hymne national israélien, que on entend et qu'on applaudit, en réalité, c'est un appel à la violence, à l'agression. Et donc, voilà, je pense que c'est du roman. Ils sont en train de construire un roman pour justifier une agression coloniale. Une autre manière de le justifier, c'est que en fait, ils revenaient sur la terre dont ils avaient été chassés par l'Empire romain, qu'en 70 après Jésus-Christ, il y aurait eu un grand exode provoqué par les Romains, par les colonisateurs, et que donc ils ne feraient que revenir sur la terre dont ils avaient été chassés. Ça a été complètement détruit, notamment par les travaux de Shlomo Sand et d'autres historiens qui ont déclaré que voilà, c'était du roman, c'est de la fiction, qu'il n'y avait pas eu cet exode. Et donc c'est intéressant parce que ça montre que pour justifier une agression coloniale, ils sont obligés d'inventer des fictions, des trucs qui ne tiennent pas debout, qui ne respectent absolument pas l'histoire. Et ça insiste sur un point, à mon avis, sur lequel que je me permets de souligner. Les gens qui nous écoutent, les citoyens,
les jeunes particulièrement. Il est important de connaître l'histoire, de maîtriser l'histoire. C'est ce que j'ai voulu faire avec le livre Israël, parlons-en, qui résume des travaux historiques faits par toute une série d'historiens, dont des historiens juifs d'ailleurs. Et il est important de connaître tout ça pour être capable de riposter à tous ces romans, à toutes ces fictions qui sont racontées pour justifier ce qui est tout simplement du colonialisme, c'est-à-dire un vol, un truc de gangster. Vous parliez, Michel Collomb, vous insistiez sur la distinction entre juifs et sionistes. Je pense que ça peut être utile peut-être justement de profiter de cette occasion pour peut-être définir brièvement qu'est-ce qu'un juif, enfin qu'est-ce qui distingue pardon, un Oui. juif d'un israélien, Mhm. d'un sioniste, voilà. Donc Oui, on a c'est quelque chose que ces trois mots j'explique qui sont toujours. interchangeables souvent dans la bouche des uns et des autres. Exactement, et c'est quelque chose que j'explique souvent quand je fais des présentations dans des écoles, quand je faisais, parce que pour l'instant, malheureusement, c'est beaucoup plus fermé, beaucoup plus censuré. Euh, un juif, c'est quelqu'un qui a la religion juive ou la culture juive de par l'éducation qu'il a eue dans sa famille. Un Israélien, c'est un citoyen de l'État d'Israël qui existe maintenant sur le territoire de la Palestine. Et un sioniste, c'est quelqu'un qui défend le droit d'Israël de coloniser et de s'emparer des terres par la violence, comme je viens de le dire. Un sioniste pouvant être un juif, mais pas forcément, il y a des sionistes chrétiens. Un sioniste pouvant être un Israélien, mais pas forcément, il y en a qui vivent ailleurs. Et donc, c'est très important de distinguer les trois et de souligner qu'il y a de nombreux juifs qui critiquent le sionisme et le colonialisme. Et aux États-Unis, on nous dit même, et il y a des études intéressantes qui montrent qu'une majorité de juifs se détournent d'Israël de sa politique agressive. Et il y a aussi en Israël, ils ne sont pas très nombreux, mais des gens qui critiquent le sionisme et qui disent que ça fait du tort aux juifs et qu'il vaut mieux s'entendre et négocier avec les Arabes pour trouver une solution. Et donc, ça montre bien les distinctions. Et alors, le truc important, c'est que l'intérêt des sionistes, justement, c'est de faire croire qu'il s'agit d'une guerre de religion, qu'il s'agit de la persécution des juifs, que les arabes ne les aimeraient pas, que les antisémites ne les aimeraient pas, etc. Donc, c'est ça le truc des sionistes israéliens et des sionistes qui sont dans nos rédactions de médias et un peu partout, c'est de faire croire que nous, on aurait un problème avec les juifs. Mais pas du tout. Il y a toute une série de juifs qui disent exactement ce que je viens de dire. Pensez à Finkelstein notamment, qui a bien expliqué tout ça. Et donc, il faut vraiment faire cette distinction et ne pas tomber dans le piège. Pendant des années, on nous a dit, vous êtes antisémite si vous critiquez Israël. Non. On est antisioniste, ça oui. Antisémite, non. Parce que c'est pas un problème de religion. Et si on veut réfléchir, et pour moi c'est important aussi, quelle est la solution? Parce que tout le monde en a marre de ça, tout le monde voit que ça doit se terminer, tout le monde voit qu'il faut arrêter qu'il y ait des victimes, y compris en Israël, ça ne peut pas continuer. Et donc, si on veut une solution, mais la solution, elle est simple. Il faut, sur cette terre, un seul État qui donne les mêmes droits à tout le monde. Qu'on soit juif ou musulman ou chrétien ou non-croyant, qu'on soit là depuis longtemps ou plus récemment. Si on est sur cette terre, on a le droit d'y être, on a le droit d'y rester, et même les gens qui sont venus dans un esprit conquérant et guerrier, on doit leur laisser l'option de rester à condition d'accepter tout simplement de vivre dans un État démocratique moderne. Il ne viendrait à personne l'idée de dire que la France est l'État des catholiques. C'est absurde. Dans le passé, on le disait, mais c'était une conception justement de certaines classes sociales qui voulaient ainsi garder leur pouvoir, contrôler la population. Il viendrait donc à personne l'idée de dire la France est un État catholique, ou la Belgique, ou voilà. Donc, pour moi, il faut les mêmes droits pour tout le monde, et ça veut dire aussi évidemment rendre leurs droits aux Palestiniens qui ont été chassés.
ce sur quoi ils ont toujours insisté, le droit au retour. Si vous avez été chassé par la violence, c'est normal que vous reveniez, que vous récupériez soit votre maison, soit une indemnisation, et que vous puissiez vivre dans ce qui était la patrie de vos ancêtres. Voilà. Donc il y a une solution, hein. Il faut, et pour moi c'est très très important, surtout maintenant quand ça chauffe à ce point-là, il faut qu'on puisse dire aux gens autour de nous, il y a une solution, et ceux qui n'en veulent pas, c'est les sionistes, et il faut se demander pourquoi. Parce qu'ils veulent contrôler les richesses qui sont là, parce qu'ils veulent un État exclusif, parce qu'ils veulent s'enrichir voilà, ils veulent voler les richesses et s'enrichir là-dessus. Donc Voilà, je ce crois serait qu'il y a un une autre solution. État. Vous parliez d'un État, un État démocratique. Alors il existe un État aujourd'hui, mais qui est l'État d'Israël, mais qui ne répond pas à la définition que vous avez Mhm. présentée. Ça signifie quoi? Ça signifie soit une réforme démocratique en profondeur de l'État d'Israël, ou ça signifie la fondation d'un nouvel État qui serait l'État de Palestine. Comment bon, après, c'est aussi aux Palestiniens de se positionner sur ces sujets-là, puisque Justement, c'est... justement. Voilà, mais alors, vous qui C'est, observez, voilà, comment ils se positionnent justement, je les ne vais Palestiniens? pas dire comment les Palestiniens doivent faire, c'est à eux de décider. Il est clair que si on veut une solution pacifique qui mette fin au conflit, il faudra une période de transition, il faudra des garanties. Et donc, c'est aux Palestiniens à déterminer tout ça. Ça devrait faire l'objet d'une négociation. Alors, est-ce que vous avez deux États, une transition? Est-ce que vous avez un État avec des systèmes différents? C'est pas à moi à le dire. L'essentiel est que on définit comme projet un État unique avec des garanties pour tous les citoyens et les gens que ça. Et donc, les Juifs peuvent rester, il faut insister. S'ils acceptent la démocratie, ils restent. D'accord. Dernier élément de langage important, dernière distinction peut-être. Est-ce qu'il faut distinguer la notion de civil israélien de la notion de colon israélien? Est-ce qu'il y a des situations où les deux sont synonymes, et est-ce qu'il y a des situations où les deux se distinguent? Écoutez, dans le langage des sionistes actuellement, on nous dit que même s'en prendre à des militaires, ce serait du terrorisme. Donc, il faut voir, euh, je l'ai dit, il y a un droit à se défendre contre une occupation et une agression. Et donc, on doit examiner au niveau des civils de quoi il s'agit. Il faut quand même rappeler que quand on nous parle des villes de Sderot, d'Ashkelon, etc., qui sont des villes israéliennes agressées, nous dit-on, par la résistance, il faut quand même rappeler que c'était des villes palestiniennes, que les historiens israéliens, même sionistes comme Benny Morris, ont dit, partout où il y a, Moshe Dayan l'a aussi déclaré d'ailleurs, partout où il y a une ville, un village israélien dans cette zone, il y avait avant une ville, un village arabe que nous avons effacé de la carte. Donc, si des colons vont s'installer aux portes de Gaza ou en Cisjordanie pour essayer de continuer à voler l'ensemble de la terre, peut-être qu'ils sont des civils. Et si ce sont des civils qui sont les instruments d'une occupation militaire et qui font appel aux militaires pour chasser et massacrer les Palestiniens qui disent ici c'était chez moi, effectivement, le mot de civil doit être bien évalué. S'agit-il d'une occupation militaire ou pas? Alors ma dernière question, Michel Collomb va nous Mais ramener... excusez-moi, j'insiste parce que oui. la question est délicate et importante dans le contexte actuel. On essaye vraiment de nous dire que est-ce que vous condamnez le terrorisme envers des civils? Je fais remarquer que dans l'opération militaire qui a été organisée par le Hamas et d'autres mouvements, j'insiste, il y a eu, en général, et pour les témoignages qu'on a, une attitude assez correcte vis-à-vis des femmes et des enfants et des civils. Vous avez eu à la télé israélienne même une femme qui disait, voilà, ils sont venus dans ma maison, on a été ce qu'on pourrait appeler un otage, ou en tout cas on a été sous surveillance, et ils nous ont bien traités. Il n'y a pas eu de violence, et moi j'ai entendu cette interview où une femme dit, le combattant du Hamas m'a dit, est-ce que je peux prendre une banane? Et je lui ai dit, oui, vous pouvez. Ce n'est pas du tout ce qu'on vous pouvez. Ce n'est pas du tout comment on nous présente cette opération. Et je voudrais insister aussi, ce n'est pas une opération qui avait pour but de s'en prendre aux civils.
Ce qui est caché dans la version occidentale, c'est que c'est une opération militaire assez brillante dans sa conception et dans sa réalisation, qui a pris ou détruit toute une série d'objectifs militaires de l'armée d'occupation, qui a pris des gens comme prisonniers, manifestement pour protéger Gaza de la réponse d'Israël. Et donc ça doit être dit aussi, parce que on entend qu'Israël est là, assoiffé de sang, pour s'en prendre spécialement aux femmes et aux enfants, etc. Il faut vraiment qu'on ait un débat contradictoire, malheureusement impossible dans les médias dominants, sur ces choses-là. Est-ce que c'est pas un échec, justement, Michel Colomb? Vous disiez que l'un des objectifs militaires des organisations palestiniennes, c'était notamment de prendre des otages pour protéger Gaza d'une répression féroce israélienne. On a vu ce qui se passe à Gaza, c'est une zone de ruine aujourd'hui, plusieurs milliers de morts palestiniens, des hôpitaux, des églises détruits, on a au moins 1 million de réfugiés palestiniens, c'est-à-dire environ la moitié de la population de Gaza qui s'est déplacée. Est-ce que de ce point de vue-là précis, hein, je parle sur la question de la protection de Gaza, est-ce que c'est pas un échec? Et au-delà de cette question, est-ce que selon vous, l'armée israélienne va procéder à une offensive terrestre, puisque c'est ce qui est annoncé en filigrane? Voilà, quelle est votre analyse là-dessus? Ça fait deux questions. La première étant, est-ce un échec? Je ne le pense pas. Il est trop tôt pour le dire parce que c'est l'ensemble de la guerre dont il faudra faire le bilan et elle est en cours. Je vois bien que l'ensemble des mouvements de résistance et à ce que j'entends des Palestiniens aussi en dehors, même les gens qui ont des critiques par rapport au Hamas, disent que voilà, ils sont fiers en fait du fait que mourir pour mourir, eh bien, on a résisté. Ils savaient que des combattants allaient être tués, mais ils ont réussi à briser le mythe de l'invincibilité d'Israël sur le plan militaire, et ça c'est majeur. Quelle que soit l'issue des événements dans les semaines qui viennent, c'est majeur. Je pense que c'est pour les Palestiniens un message d'espoir et pour les Israéliens un grand message d'inquiétude. Et d'ailleurs, il faut voir que maintenant, bien entendu, il y a l'unité de façade parce qu'ils sont en guerre, donc on se regroupe avec Netanyahou, mais on voit bien qu'il y a entre eux des critiques énormes sur justement ce mythe. Israël disait, nous, on est là pour vous protéger, ben, ils ont absolument échoué. Donc, je ne crois pas qu'on peut parler d'un échec. Il y a, Jusqu'où va aller Israël? Je ne suis pas dans la tête de Netanyahou, heureusement. Et je crois que, bien sûr, lui, il utilise ça, et peut-être qu'il avait l'idée depuis un certain temps, il utilise ça pour essayer de vider Gaza et faire une deuxième Nakba et provoquer le nettoyage ethnique de Gaza. Ça, c'est clair que ça l'intéresse. Certainement maintenant qu'il y a des gisements de gaz qu'ils veulent exploiter. Mais est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va oser lancer ses troupes dans la bataille terrestre alors que dans des cas précédents, on a bien vu que ces troupes n'ont pas réussi? Le Hezbollah a fait la démonstration qu'on peut vaincre les troupes israéliennes dans une bataille terrestre. Donc, beaucoup va dépendre des États-Unis. Est-ce qu'on dit que Biden a dit à Netanyahou qu'il ne fallait pas se lancer dans une bataille terrestre? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Netanyahou va quand même le faire? Le problème, c'est que Netanyahou, sa place même pour beaucoup d'Israéliens, devrait être en prison. Donc la seule manière pour lui de s'en sortir, c'était une guerre et de la pousser le plus loin possible pour provoquer l'union sacrée. Est-ce qu'on risque En un même conflit temps, régional? Est-ce qu'on risque un conflit régional ou est-ce que on s'inscrit plutôt vers une désescalade aujourd'hui? certainement, on a risqué et on risque encore un conflit régional. Je vois que d'autres pays ou organisations dans les environs essayent d'être mesurés et de ne pas entraîner le Moyen-Orient et le monde dans une apocalypse. Donc, une partie de la question est-ce que les États-Unis, parce que c'est eux quand même qui sont derrière tout ça, vont laisser aller Netanyahou jusqu'au bout ou est-ce qu'on va dire stop? Et en fait, je voudrais dire que là, je pose mal la question.
On ne doit pas attendre ce qu'ont fait les États-Unis pour savoir ce qui va se passer. La vraie démarche, à mon avis, c'est de peser, nous, en tant que citoyens, sur nos dirigeants, et là je parle de ceux qui sont en Europe, on doit absolument peser sur nos gouvernements pour leur dire cessez d'être le petit chien des États-Unis, cessez de soutenir Netanyahou et de provoquer les souffrances et des Palestiniens et de beaucoup de Juifs également, cessez de jouer là-dessus et prononcez-vous définitivement pour la paix, dites stop à Netanyahou. Je crois que si déjà ça se faisait en Europe, Biden serait beaucoup plus mal placé pour dire à Netanyahou, excusez-moi, allez jusqu'au bout. Donc la question n'est pas doit-on s'attendre à, mais qu'est-ce que nous allons faire pour empêcher que ça aille plus loin? Merci Michel Colomb. Je rappelle que vous êtes journaliste, fondateur du site Investigation de la chaîne Télé Palestine, l'auteur de nombreux ouvrages, dont notamment sur ce sujet qui était notre entretien Israël parlons-en aux éditions Investigation. C'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à le diffuser, à diffuser cette vidéo et à vous abonner sur notre chaîne. Merci Michel Colomb. Merci à vous.